Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, très content de vous retrouver sur le plateau de LCF, la chaîne Future, la chaîne du futur, ici les ondes de City FM. Nouvelle semaine, nouvelle ambition, nouvelle envie, que Dieu vous protège et que vos objectifs soient atteints. Nous nous retrouvons encore dans Talk Talk numéro 122, c'est ce lundi donc 23 janvier 2017. Merci d'être là, nous sommes là aussi avec Samuel Caro, il est le directeur de publication du journal Vox Populi, la voix du peuple. Bonjour. Bonjour, mon cher confrère. En face de Samuel Caro, nous avons Silvio Combé-Combété du site d'information africa-rdv.com. Bonjour Silvio. Oui, bonjour Junior, bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs de City FM. Tout à l'heure, dans 30 minutes exactement, nous serons rejoints sur ce plateau par le confrère qui est devenu leader politique, Philbert Sassou Atisso, il dirige le parti du Togo autrement. Avant tout, voici la une des journaux. La une des journaux de ce lundi 23 janvier 2017, nous commençons par Togo, matin de Dieudonné Korolaki. Dans le journal titre à sa une, Gambie, départ de Djamé, les leçons à tirer de la crise. Agriculture, une usine de transformation de soja et d'arachide. Sortie de livres et émotions, vécus de scolarisation à travers chemin d'école dossier. Santé, secours, connaître la Croix-Rouge et togolaise et ses prestations. Cannes 2017, Épervier condamné à gagner le 3e match éditorial. Apprendre de l'échec en football. Liberté aide à l'Écosse. À la une. Travaux publics, descente aux enfers pour Constantin Moussou et son Seco BTP. 800 employés licenciés la semaine dernière pour motifs économiques. Alternance dans l'espace CEDEAO. Bye bye Djamé, cap sur Fort Gnassingbé et le Togo. Confusion autour de la participation du Togo à l'opération militaire en Gambie. Landerneau politique, l'ethnie dans la politique au Togo, un mal à enrayer selon le PSR. Le correcteur est dans les cœurs, c'est également surmonté le journal titre à sa une, Gambie. Départ forcé du dictateur Yaya Jammeh en exil, les yeux désormais tournés vers le Togo et Fort Gnassingbé. Journée de réflexion du PSR sur le thème l'ethnie dans la politique au Togo. Professeur Wolu Komi, préférer l'ethnie en politique ne peut conduire qu'à la médiocrité. Gouvernance par commission, un aveu d'incapacité ou une volonté de ne jamais faire. Togo, dans pays de toutes les controverses, les revendeuses de pain à Tchivi en grève. Entretien exclusif du meilleur artiste gospel Togo en 2015-2016, l'évangéliste Paul Nouziayovo parle de sa carrière, de ses sources d'inspiration. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux. Nous retournons ici en studio avec un autre journal, la Vox Populi de notre ami Samuel Caro. Ce journal est donc dans les kiosques ce lundi. Vox Populi, la voix du peuple, titre CEDEAO au rouge. Yaya Jammeh fait preuve de démocratie. La CEDEAO opte pour un bain de sang. Cherté de la communication téléphonique au Togo, le Burkina Faso et le Niger, deux pays pauvres, mais avec des coûts téléphoniques meilleurs. Impact de la grève au Togo sur les élèves et la société affaires chefferie de Pagouda, interdiction de la conférence de presse, les signaux d'un affrontement. Jingle et la première partie de l'émission. Retour ici avec nos invités Samuel Caro de Vox Populi, la voix du peuple, et Silvio Combété de africa-rdv.com. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer par la Gambie qui a été donc à la une de l'actualité durant 6 semaines à cause de son président Yaya Jammeh, qui a fini par quitter le pouvoir forcé et par les forces de la CEDEAO aussi, par ses
ses confrères présidents de la Guinée et aussi de la Mauritanie qui l'ont convaincu à finalement quitter le pouvoir et partir en exil. Mais Samuel Karou, d'abord, comment avez-vous accueilli cette décision de Jammeh de se retirer de forceps du pouvoir? Oui, merci mon cher confrère. Je pense que l'attitude de Jammeh, selon moi, sinon est une preuve de démocratie, parce que ce monsieur a décidé de quitter la Gambie pour éviter un bain de sang à son pays, pour éviter de voir des morts. Et ça veut dire que c'est vraiment, selon moi, c'est un bon démocrate. Nous avons, dans notre parution d'aujourd'hui, nous avons déploré l'attitude de la CEDEAO, que nous avons même mis au rouge, parce que, sincèrement, c'est bien qu'aujourd'hui, qu'on sache qu'on a une telle organisation qui puisse à tout moment réagir promptement quand nous sommes devant des situations, mais qu'on soit surpris qu'elle refuse de respecter les règles primaires qui définissent l'organisation d'une élection. Là, vraiment, je pense que nous devons commencer par avoir peur. Et quelles sont ces règles en question? Dans une élection, au cours d'une élection, il est simple, la commission électorale se charge de l'organisation des élections et donne les résultats provisoires. Et ensuite, c'est la Cour constitutionnelle qui donne les résultats définitifs. Mais en Gambie, il n'y a pas de Cour constitutionnelle, mais mon frère Junior, vous dites en Gambie, il n'y a pas de Cour constitutionnelle. Mais Adama Barrow a prêté serment devant un chien. S'il y a eu des gens devant qui Adama Barrow a prêté serment, on devait trouver le même astuce pour que le recours de M. Jammeh puisse avoir une suite. Justement, c'est ce qui devait trouver. Devant la Cour suprême, mais les membres de la Cour suprême n'étaient pas sur place. Et il y avait la Cour suprême était incomplète. Et Jammeh a nommé de nouveaux membres qui sont 5 au Nigeria, je crois 2 en Sierra Leone. Ils ont refusé de venir siéger au finish, donc il va falloir trouver une solution politique. La Cour suprême l'a bien conseillé. Ils ont refusé de siéger. Selon moi, c'est parce que les gens avaient déjà pris leur décision. Ils se sont transformés en une cour constitutionnelle. Ils ont refusé de voir la vérité. Et je me dis qu'il y a des choses que les gens cachent à ce niveau. Parce que si Yahya Jammeh n'a pas nommé des magistrats de son pays, et que c'est des magistrats de la CEDEAO, si la CEDEAO voulait aider la Gambie à sortir, à voir la vérité, voulait aider les Africains, les Gambiens à savoir qui est réellement le vainqueur, ça dit que c'est la même Cour constitutionnelle que la CEDEAO devait suivre, comme on a suivi aussi au Gabon, et qu'on puisse avoir de vrais résultats. Pourquoi juste après les résultats provisoires, on refuse de donner la chance au moins au droit de valoir, de se prévaloir dans cette situation, au moins que la Cour constitutionnelle nous dise qui a réellement gagné. Sinon, si Jammeh était un mauvais garçon comme on le présente, je pense qu'on ne pouvait pas, même si c'est le pape Jean-Paul qui disait aujourd'hui, qui avait dit avant... Aujourd'hui, c'est le pape François. Le pape François, oui, qui disait que Jammeh devait féliciter Adama Barrow. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de chrétiens qui ne vont pas accepter cette histoire. Mais Jammeh est allé en bon démocrate. Quand il a eu les résultats provisoires, il a félicité son adversaire. Et c'est quand la Cour constitutionnelle elle-même, la CENI vient se dédire après quelques jours pour dire qu'il y a un problème de 20 000 voix, c'est là où le monsieur s'est dit, mais alors, ça veut dire qu'il peut avoir des problèmes. Et en temps normal, il a laissé un recours qui devait avoir une suite. Malheureusement, la CEDEAO a préféré ne pas voir le droit en face, a préféré aller tuer les gens. Et si Yahya Jammeh, sincèrement que je remercie en passant, s'il n'était pas un bon monsieur, un bon démocrate, c'est des morts sûrement qu'on devait avoir. Silvio Combé. Non, mais ça me fait juste rire. Vu le développement de mon confrère Karou, je veux bien croire qu'il maîtrise bien, qu'il connaît très bien personnellement le président de la Gambie, Yahya Jammeh. Mais en fait, pour moi, c'est pathétique qu'on puisse qualifier Yahya Jammeh de démocrate. Un monsieur qui fait organiser des élections, qui perd et qui revient dire « je ne reconnais plus ces résultats », on ne peut pas présenter ce monsieur-là comme un démocrate. Je suis désolé. Et aujourd'hui, si Yahya Jammeh part, le présenter comme un démocrate qui accepte partir, c'est comme si on n'a pas suivi l'actualité politique en Gambie. Le monsieur ne s'est pas levé de son propre chef et de décider de partir. Il a été contraint de partir.
on lui a fait des propositions sur des propositions pour que le monsieur accepte finalement partir. Et il sait pertinemment que la Gambie, c'est juste un petit pays. La Gambie ne peut pas faire face à une armée de 2000 hommes de la CEDEAO, je suis désolé. Et donc ce monsieur, avec tout ce qu'il a eu à faire subir à ses propres concitoyens, je suis désolé, on ne peut pas présenter ce monsieur comme un démocrate. C'est en fait insulter notre intelligence. Le monsieur qui fait mettre des gens en prison n'importe comment, qui assassine ses propres concitoyens, et on le qualifie aujourd'hui de démocrate. Ben attends, à moins qu'on n'ait pas la même compréhension de la démocratie. Et ce monsieur, il a eu des garanties qui lui ont été offertes, qui lui ont été octroyées pour qu'il accepte aujourd'hui partir. Je pense qu'on aurait pu ne pas en arriver là. J'aurais bien apprécié, en plus j'étais ici sur ce plateau de LCF quand j'avais félicité cet homme pour sa clairvoyance, pour sa hauteur d'esprit. Lui qui avait reconnu sa défaite et avait même dit qu'il allait se retrancher dans son champ, dans sa ferme. Et accompagner justement le nouveau président Adama Barrow. Il aurait fait qu'aujourd'hui on allait lui tirer le chapeau. Et en plus, il allait devenir comme un grand consultant politique pour la Gambie parce que... Un père. On devait le célébrer. Oui, même si quelque part, moi je dis toujours que le monsieur il a gouverné le pays d'une main de fer, mais il faudra arriver à lui octroyer un certain nombre de faveurs, ne serait-ce que le vétine, pour qu'il n'y ait pas cette chasse aux sorcières après. Et donc arriver également à ce qu'on dise, mais monsieur, certes vous avez gouverné le pays bon gré malin, mais on ne va pas vous poursuivre pour un certain nombre de choses. Quoique, il pourrait être cité devant la justice et après l'amnistier. Et ça permettra à ce que vraiment la Gambie puisse être quand même un pays vivable aujourd'hui. Mais le fait qu'il ait fait un revirement à 360 degrés et qu'après qu'il y a eu des tractations sur des tractations, il a parlé tout à l'heure du président sénégalais. Mais attends, la Gambie et le Sénégal, c'est pratiquement le même pays. La Sénégambie, c'est la Sénégambie. Et donc, du coup, le Sénégal sait pertinemment que si ça pète en Gambie, mais c'est le Sénégal qui va en payer le prix fort. C'est un peu comme qu'on dise aujourd'hui que le Bénin est un peu inclus. Parce que la Gambie est incluse dans le Sénégal. Et que c'est juste la mer que la Gambie a comme porte de sortie. Et donc, du coup, si ça pète en Gambie, mais le Sénégal a des problèmes. En plus, n'oubliez pas qu'il y a déjà un grand contentieux entre le Sénégal et la Gambie, avec la Casamance. Donc il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on ne peut pas juste la dire parce que le monsieur a décidé, ou encore a accepté qu'au finish, on puisse le faire partir, le présenter comme... Alors la stratégie adoptée par la CEDEAO, vous l'avez approuvé, la force de la diplomatie. Je pense que c'était en fait une bonne stratégie. Rien ne prouvait, on n'a pas encore tiré en Gambie. Attention. Parce qu'aujourd'hui, on est en politique. Et on sait pertinemment que la Gambie n'a pas beaucoup d'hommes armés. Entre 1500 et 2000. Oui, et donc du coup, il faudrait arriver, c'est ça la politique, on discute et au même moment on met la pression. Et même au Togo, on le fait. Et donc, les chefs d'État, de la CEDEAO ont compris que, vous savez, il y avait eu des discussions préalables avec Yahya Jammeh pour lui dire, mais cher ami, cédez le pouvoir. Il disait, il attend celui qui va venir ici pour lui demander de céder le pouvoir. Donc, vous voyez, on a compris que quelque part... Et il a exigé que son recours soit donc étudié au niveau de la Cour suprême. Oui. Et il a exigé jusqu'à la dernière minute. La Cour suprême est à ses bottes. Les gens qui sont là, c'est lui qui a nommé ces personnes-là. Donc, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, ce monsieur accepte, se plier aux garanties offertes par les deux chefs d'État, qu'on le présente comme démocrate. En tout cas, c'est quand même pathétique. Mais Samuel Karou, Jammeh est parti, mais en partant, il a vidé les caisses de l'État, il a vidé tout. Et ces 2 dernières semaines, il a vidé environ 7 milliards. Il a ramassé tout ce qui est dans les coffres, dans les banques, tout. Et même les matériaux d'équipement au niveau des bureaux, il a tout saccagé. C'est-à-dire, ces hommes ont saccagé les ordinateurs. Tout ce qui peut servir au nouveau président, ils ont tout détruit, ils sont partis. Et c'est ça la démocratie? Oui. C'est ça le démocrate Jammeh que vous me citez? Oui, quand je parle de démocrate, je veux préciser certaines choses. Dans un premier temps, quand vous dites que Jammeh est parti avec de l'argent et autres, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a toujours une action qui conduit à une réaction. Aujourd'hui, tout ce que Jammeh fera, c'est que, il peut avoir fait des erreurs et tout, mais c'est qu'il y a déjà une erreur. C'est-à-dire que s'il faut suivre la procédure, c'est qu'en Gambie, les élections sont en cours, ce n'est pas encore terminé.
puisqu'il n'y a pas de résultats définitifs. Ça veut Mais dire Adama Barrow a prêté serment. Il a prêté serment parce que les gens ont voulu que Adama Barrow soit président, c'est tout. C'est pas les Gambiens, parce que Qui a voté pour Adama Barrow? Je dis que dans une procédure électorale, lorsqu'on est en face d'une élection, il y a une procédure, il faut la respecter si on est démocrate. C'est-à-dire que le contentieux électoral n'est pas vidé. Et du coup, quand vous forcez quelqu'un de prêter serment et de surcroît, mais les gens n'ont même pas honte, on amène le monsieur au Sénégal pour le faire. Mais vous avez l'ambassade de la Gambie, c'est sur le territoire gambien. Oui, mais c'est pas à nous de démontrer ces genre de bêtises. Mais moi j'aimerais savoir. Nous avons un problème. Nous avons un problème sérieux. Et mon frère dit qu'on n'a pas tiré en Gambie. Vous savez, l'intention volate. Les gens ont amené 2000 hommes avec 7000 hommes. 7000 hommes positionnés et tout. C'était pour caresser le peuple gambien. C'est une forme de pression. Non, si vraiment on avait besoin de faire une pression, il était clair que on devait mettre les moyens pour contrôler réellement ce processus électoral et donner les résultats définitifs aujourd'hui. Tout ce que il n'y a pas eu d'observateur. S'il vous plaît, tout ce que Djamé dira, c'est qu'on va dire non, messieurs, il y a eu un contrôle de la CEDEAO, il y a eu un contentieux, voilà ce que ça donne. Mais Djamé a refusé les observateurs, Samuel Karou. S'il vous plaît, Djamé a déposé un recours. Écoutez, c'est les gens qui ne sont pas... Moi-même, je devais aller là-bas. C'est par rapport à certaines choses que je ne suis pas allé. Je vous dis, il ne faut pas accepter, si les gens ont décidé de renvoyer Djamé, qu'ils nous disent réellement ce qu'ils avaient contre Djamé. Est-ce que c'est parce que Djamé refuse certains compromis, Djamé dénonce certaines choses, que des gens se retrouvent dedans, c'est pour ça qu'ils préfèrent renvoyer Djamé. Bon, ils ont reçu, mais sincèrement, je pense qu'en démocratie, il y a le respect du droit, il y a la liberté, et le droit doit être respecté et in extenso, on ne doit pas faire 2 poids 2 mesures, parce que dans cette situation c'est 2 poids 2 mesures. Merci Samuel. Sylvio, moi j'aimerais bien que Karou nous réponde à un certain nombre de questions. Est-ce que les Gambiens ont voté pour Barrow, oui ou non? Oui. Les Gambiens ont voté pour Barrow, mais je dis, moi je ne sais pas qui a gagné. Je ne sais pas qui a gagné en Gambie. Les Gambiens ont voté pour Barrow, les Gambiens ont voté pour Djamé. Maintenant, il fallait les résultats définitifs. Nous n'avons que les résultats provisoires. Et lorsqu'on a les résultats provisoires, ça veut dire que l'élection n'est pas terminée. Mais c'est Karou. C'est la commission. Oui, vas-y. Non, vas-y, Sylvio, on va évoluer, parce que le temps passe. Je suis quand même surpris de la réaction de mon confrère. Enfin, la commission proclame Adama Barrow comme vainqueur. Oui. Maintenant, la commission dit qu'il y a eu un problème de décompte des voix. Parce que, vous savez, le système électoral qu'ils ont appliqué en Gambie... Les billes. Oui, les billes. Et donc, c'est également un système sujet à des erreurs. Et la commission a été honnête pour dire, eh bien, écoutez, il y a un problème de 20 000 voix. Mais est-ce que c'est 20 000 voix 40 000 voix. Oui, maintenant, est-ce que ces voix-là donnaient largement vainqueur Yaya Djamé? Mais non. Voilà, il fallait maintenant... La différence, c'était 20 000 voix. Oui, c'est pas un problème, même si c'était 10 000 voix, le problème, il fallait laisser que le contentieux arrive à avoir une issue. Aujourd'hui, on n'a pas d'issue, on ne sait pas si réellement qui a gagné. L'élection n'est pas terminée en Gambie, on a forcé les choses. Le seul problème, c'est que Yaya Djamé dise après, je ne reconnais plus le travail de la CENI. S'il avait dit que, mais voilà, ok, recomptons les voix, on allait comprendre. Mais le monsieur qui se lève, que, mais attends, tout le processus est vicié. Et il se déclare président. Mais non, mais attends, on n'a jamais vu ça quelque part. Et en plus, je pense qu'on devrait avoir une certaine hauteur dans la lecture de la situation en Gambie, sinon ça risque de porter en fait un autre coup à la démocratie qu'on veut dans notre Afrique. Parce que vous savez, un président qui, après des élections, dit, écoutez, oui, la commission m'a proclamé perdant, mais après je me rends compte, selon ce que la commission dit, que je ne suis pas le perdant, parce qu'il a eu un certain nombre de problèmes, et donc je remets en cause tout le processus, et donc je suis encore président, et après on dit, mais attends, je ferme toutes les frontières, je décrète 90 jours. Non mais attends. L'état d'urgence. Donc vous voulez que demain, encore que par exemple demain au Togo, on fasse encore les élections, si Faure Gnassingbé perdait et que Faure Gnassingbé disait après, non mais attendez, parce que la commission dit ceci, donc je reste président. Mais non, oui, on va où là? Mon frère. Ça va rapidement? Oui, je pense que nous disons en réalité la même chose, sauf qu'on ne veut pas accepter une vérité. C'est laquelle? La vérité, c'est que lorsque vous êtes devant une juridiction,
vous avez... Ben, mon cher confrère ne peut pas me dire aujourd'hui que s'il a un problème au tribunal et qu'il se retrouve perdant devant le tribunal et on lui refuse la cour d'appel, il va me dire que ça fait partie de la justice. Ça, c'est dangereux. Si nous devons aller à ça, c'est dangereux. Il y a des recours. Les recours dans un pays, les recours dans une procédure, c'est pour permettre à chaque partie de s'exprimer. Et en Gambie, on n'a pas permis à une partie de s'exprimer, c'est tout. Mais la situation est exceptionnelle. Non. La situation est exceptionnelle. S'il vous plaît, exceptionnel ou pas exceptionnel, il y a une procédure, il faut la respecter. Pour le reste, moi, vous savez, je peux être même le premier à être contre. Donc c'est pour ça que le qualifier de démocrate. C'est tout. C'est-à-dire que le monsieur, moi je n'attendais, même Adama Barrow, je suis sûr qu'il ne s'attendait pas que Yaya Jammeh l'appelle au téléphone pour lui dire. D'accord, ils sont d'accord. Mais ce monsieur, à un moment donné, s'est dit, mais écoutez, si j'ai perdu, où est le problème? Il appelle. Après, il constate qu'il a erreur, il dépose un recours et vous dites non, il n'a qu'à partir. Mais écoutez, ça c'est de la pagaille. Si nous devons continuer comme ça veut dire que nous ne cultivons pas la démocratie. Non, parce que la démocratie a ses règles, il faut les respecter. C'est-à-dire qu'il faut accepter les règles. On va évoluer. Encore que la démocratie, ce n'est pas encore en Gambie. Parce que du coup, je préfère aussi qu'on évolue. Parce que on va évoluer là. Toujours, on va parler de notre aspect de l'affaire de la Gambie. C'est que le président ghanéen, l'ancien président ghanéen, a fait une sortie rocambolesque. Et il est content qu'on ait finalement délogé Jammeh, mais il demande que les gens agissent aussi au niveau du Cameroun. Que lui, il était au pouvoir quand Paul Biya était là et qu'il est parti. 5 présidents sont passés après lui au Ghana et Paul Biya est toujours là. Et donc, Ronlis demande qu'on fasse tout pour que Biya quitte aussi le pouvoir. Oui, avant d'arriver là, tu permets, moi, j'aimerais également qu'on voit encore beaucoup plus loin, en fait, par rapport à la Gambie. Si on ne fait pas attention, Adama Barrow risque de subir un coup d'État. Parce que la Gambie n'est pas encore apaisée. Bon, je préfère qu'on aille sur ce pan-là. Parce que aujourd'hui, le monsieur Adama Barrow, il a prêté serment hors de la Gambie, au Sénégal. Ce ne sont pas les Sénégalais qui ont voté pour Adama Barrow. Je suppose que cette pression aurait pu aboutir et faire chasser Yaya Jammeh avant même que Adama Barrow ne prête serment. Sinon, demain... Enfin, n'importe qui ou encore n'importe quel candidat qui perd son élection peut se retrancher dans l'ambassade de son pays, dans n'importe quel pays, prêter serment. Ça risque de porter un autre... Enfin, ça risque de créer une autre situation. Après, on constate qu'il a vraiment gagné. Il y a ça aussi, parce que vous savez, on pourra faire le parallèle avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et au Gabon. Voilà. Maintenant, quand on revient au cas de Ronlis, mais il n'y a pas que le Cameroun. Le Zimbabwe. Le monsieur 96 ans qui va encore aller aux élections en 2018. Donc, vous savez, il y a encore des potentats en Afrique, mais la crainte, est-ce qu'ils ne savent pas peut-être, ce qu'ils feignent de comprendre ou de savoir, c'est que Yaya Jammeh est en train de partir. Il est parti. Oui, moi je dis il est en train de partir. Il n'est pas encore parti parce que demain il peut encore être rattrapé. Parce que c'est le même cas avec Charles Taylor. Le monsieur, on l'avait amnistié, on lui avait accordé de l'asile. Mais après, il a été rattrapé par la CPI. Et donc, du coup, moi, je dis, il n'est pas encore parti. Quand je dis parti, pour moi, parti, c'est que tu es à l'aise. Mais là, attention, il n'est pas encore à l'aise. Il pourrait être poursuivi dans 5-10 ans après. Parce que les victimes, les parents des victimes qu'il a mis en prison, qu'il a fait tuer, ils peuvent encore déposer plainte après. Et donc, rapidement, on le rattrape. Donc, je pense que ces potentats qui sont encore en Afrique, quand on prend le Cameroun, quand on prend le Zimbabwe, même le Togo qui est... où il y a une famille qui règne sur le pays pendant près de 50 ans, je pense qu'il faudra arriver à trouver cette alchimie, ou bien cette formule qui pourra permettre à ce que demain, en fait, le continent soit quand même dans une situation de paix. Quand on fait le parallèle avec la France, par exemple, où après 5 ans, le président est en train de partir, parce qu'il sait qu'il n'est pas en bonne position. Mais ça aurait été en Afrique qu'on allait tout faire pour que le monsieur reste. Il n'y a pas de rapport. Moi, je vois le rapport. Samuel Karou. Oui, et d'abord, je veux revenir pour dire que... Rapidement. Oui, très rapidement. Nous avons vu les élections aux États-Unis. On a vu, malgré que c'est la grande puissance et puis tout, la grande démocratie, on a vu du coup que il y a eu quand même un petit recours. Il y a eu un recours. Vous avez tout suivi ce qui s'est passé là-bas. Mais ça veut dire que n'importe où,
les recours permettent quand même d'améliorer le processus ou de dire la vérité dans ce qui s'est passé réellement dans le processus. Donc, pour les recours, s'il vous plaît, si nous voulons construire la démocratie, essayons de respecter les b.a.-ba des règles du droit. Okay. Maintenant, par rapport à ce que Raoul a dit, je pense que, sincèrement, moi, je suis un défenseur des droits de l'homme. Je fais le truc à tout moment et l'observation aussi. C'est pour essayer de voir émerger de nouveaux présidents. Vous savez, en management des ressources humaines, on nous apprenait que il y a un leader doit savoir partir. Ça, c'est un nouveau concept que le Canada a créé, à part savoir faire et autres. Donc, il faut savoir partir. C'est-à-dire que si tu ne sais pas partir, tu risques de ne pas te retrouver. C'est comme quelqu'un, le DG de LCF, qui va à une fête de LCF et quand il se lève pour danser, tout le monde applaudit. Et au lieu de danser un peu, s'arrêter, il danse tout au long de la fête. Vous allez trouver que les gens ne vont plus le regarder. Finalement, il devient comme tout le monde. Mais quand il danse un peu et on l'applaudit, il part. Ça veut dire qu'il laisse quelque chose de bon. C'est ce que moi je veux pour mon Afrique. C'est ce que je veux même pour le Togo, sauf que mon confrère n'est pas en train de me comprendre très bien parce que je dis que si nous voulons, comme Raoul l'a dit, il veut qu'on dégage les gens démocratiquement, qu'on définisse dans notre pays, dans les pays africains, que la CEDEAO définisse un contexte qui permette aux présidents de partir. Mais lorsque vous voulez que les présidents partent, en même temps, vous leur garantissez la mort, la poursuite, tel, sans au moins, comme si c'est nos présidents qui tuaient, et donc les autres présidents comme Sarkozy, ils sont des anges gardiens, et les présidents comme George Bush, tout ce qu'ils ont fait, ce sont des anges qui ne sont pas poursuivis. Si vous ne permettez pas aux gens de partir, ils ne vont jamais partir. Mais Karou... Non, mais il faut pas le football. Non, mais attends, pas le football, mais rapidement, M. Karou oublie que c'est la Gambie et le Togo qui ont empêché la CEDEAO de disposer de ces normes de limitation de mandat dans les constitutions en Afrique, surtout dans l'espace CEDEAO. Donc je ne vois pas pourquoi vous parlez de démocratie en Gambie. Si le pays s'oppose à la limitation de mandat et qu'aujourd'hui, son président vous le présentez comme un démocrate, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. La CEDEAO a déjà anticipé, vous savez, dans les CER, dans les centres économiques régionaux de l'Afrique, quand on divise bien l'Afrique, la CEDEAO est bien en avance sur toutes les régions économiques de l'Afrique. Elle vient de reculer. Hein. Non, quel recul? Elle vient de reculer. Quel recul? Parce que non, en ne respectant pas les règles. Je ne dis pas que le départ de mais en ne respectant pas les règles. Lorsqu'on ne respecte pas les règles, c'est qu'on est délinquant, c'est tout. Merci. Donc quand on ne respecte pas... Non, je ne sais pas. Mais si on ne respecte pas les règles... Samuel, malheureusement, on va les berguer. Nos éperviers, au jeu vendredi, ils ont perdu contre le Maroc. Et ça, on a vu la réaction des supporters. Ils étaient un peu violents. Certains même ont tenté de saccager le domicile de Agassa. Si vous avez vu, vous avez même pu filmer. On a vu les jeunes filmer là. Est-ce qu'on peut dire un mot avant de parler du match de demain? Oui, en fait, moi j'y étais. C'est vrai que j'ai un peu traîné en ville parce que j'étais dans un endroit public pour pouvoir filmer. Je rentrais et puis j'ai eu le coup de fil comme quoi il y avait eu des jeunes surexcités qui voulaient en découdre avec la maison du Gaulle togolais Agassak aussi. Je me suis rendu sur les lieux. Mais c'est quand même dommage. C'est vrai que on pouvait s'y attendre parce que ce n'est pas propre au Togo. Parce qu'en foot, il y a des gens qui sont passionnés et des gens qui sont extra passionnés, enfin, qui, quand ils perdent, ils ne veulent pas l'accepter. Alors que le foot, il faut que quelqu'un perde et que quelqu'un gagne. Et donc j'y étais, ils avaient d'ailleurs commencé par lancer des projectiles sur la maison d'Agassa qui était juste là, au bord de la route. Il y avait des policiers, des gendarmes qui faisaient la patrouille. Et donc, ceux qui étaient dans la maison ont eu la vie sauve grâce à ces hommes habillés qui rapidement ont pu faire quand même un barrage devant. Mais quelques passants qui ne voulaient pas les laisser faire ont quand même eu des coups. Il y a même une voiture dont la vitre a été carrément caillassée. Il y a eu un monsieur, un homme du 3e âge qui était dans la maison, qui était carrément également en courroux, qui voulait s'y opposer. Il a reçu un coup sur la tête. Il a été après transporté à l'hôpital. Mais rapidement, les forces de l'ordre ont su canaliser la situation. Parce que vous savez, il y a une nouvelle voie qui passe par la devanture de Agassa qui est goudronnée. Et donc, il y a des lampadaires publics. Et cette électrification publique a à un moment donné été coupée.
Donc du coup, ça a créé une certaine psychose. Les jeunes ont commencé par détaler. Ils avaient peur que les forces de l'ordre lancent des grenades lacrymogènes. Et donc ça a permis quand même de les faire disperser un peu parce qu'ils avaient peur. Et ensuite, il y a les forces de l'ordre qui ont essayé quand même, avec des voitures banalisées, de circuler un peu dans les quartiers pour les faire disperser un peu. Sinon, les forces de l'ordre étaient là jusqu'au petit matin. Mais c'est quand même dommage qu'on en arrive là. Donc j'appelle également... La réaction, comment vous l'avez accueilli? C'est une question un peu stupide, excusez-moi le mot. Oui, quand même. Moi, j'irai encore beaucoup plus loin. C'est quand même con parce que le portier Agassa, il a reçu quand même des buts, mais il n'est pas le seul sur le terrain. Quand on parle de football, il y a 11 joueurs sur le terrain. Donc c'est le collectif. Oui, lui ne fait que recevoir le coup. Et même si quand même on aurait aimé qu'il fasse beaucoup plus, parce que j'ai vu quand même lui prendre des buts que je trouvais comme des buts bêtes, mais il y a quand même un problème de marquage au niveau de la défense. Quand on prend les corners... Romao qui a créé les fautes, c'est voilà, donc du coup, il n'est pas le seul. Donc on n'a pas le culpabilisé. Mais je fais également le parallèle avec ce qui s'est passé au Ghana lors de la dernière CAN où Asamoah Gyan a perdu la penalty. Mais vous savez, ça crée également un autre problème chez lui au pays, et donc du coup le monsieur ne voulait plus tirer de penalty. Et donc quand même je comprends, mais il faudrait qu'il y ait ce sens d'amour, de patriotisme envers ceux qui portent le drapeau togolais quand ils jouent. Il faudrait également rappeler que ces gens, il y a eu des situations où ils se sont sacrifiés. N'oublions pas la tragédie de Cabinda. N'oublions pas aussi que ces hommes-là arrivent à jouer et on ne leur promet rien, mais ils rentrent au pays et ils jouent. Et donc, du coup, en plus, ce n'est pas avec l'argent du football togolais. Diantre que Agassa Kossi a construit sa maison. Il aura fallu que le monsieur fasse une carrière internationale, même si aujourd'hui il n'a plus de club, que le monsieur arrive à faire une carrière internationale, faire de la fortune pour construire sa maison. Donc, ne pensons pas que c'est avec l'argent, du foot togolais que le monsieur a construit sa maison pour aller casser sa maison. Merci Silvio. Samuel Karou, vous avez suivi le match contre le Maroc, on a perdu, mais on a encore la chance. Le Togo a son destin en main. Le Togo aime mettre son destin. Si demain on bat la RDC, nous sommes en quart de finale. Quel message à l'endroit des éperviers? Je veux bien croire. Bon, moi j'y crois fermement. Oui, je veux bien croire parce que moi je veux dire deux choses. La première chose, c'est rapidement. Oui, très rapidement. Mon confrère a parlé de patriotisme, je veux revenir là-dessus. Je pense que nous sommes en train de créer une société non patriotique et c'est la responsabilité de l'éducation. Aujourd'hui, notre éducation ne nous permet pas d'être patriotique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, nos curricula de formation, il n'y a rien qui apprenne... qui forme le Togolais à aimer sa patrie. Il n'y a pas le civisme dans le pays. Il n'y a pas le civisme. On a relégué le civisme au second plan. Et on préfère nous enseigner autre chose, que nos parents sont des Gaulois, tout ce qu'on fait, nous sommes des Français et autres. Non, on ne nous dit pas. Oui, mais malheureusement, qu'est-ce que vous connaissez? Oui, malheureusement, qu'est-ce que vous connaissez de votre pays quand vous allez à l'école? Si vous-même vous ne cherchez pas, vous n'allez rien savoir. Nos curricula de formation ne nous disent même pas quelle est la culture togolaise. Qu'est-ce que un mina, c'est quoi? Il vient d'où? Comment il se comporte dans cette situation et autres? Vous ne savez pas. Vous savez juste en France comment on règle tel problème et tel problème, c'est tout. C'est ça, c'est ce que je dis, qu'il faut que il faut qu'on reconnaisse notre culture, qu'on nous apprenne le patriotisme. J'étais en Côte d'Ivoire quand on suivait un match, bon, quand vous êtes en groupe pour suivre le match, c'est intéressant, et où quelqu'un s'est amusé, quand Kalou a fait une erreur, il s'est amusé, il dit, oh, Kalou, il est maudit. Mais je vous dis que le monsieur s'est retrouvé à l'hôpital. Le fait d'avoir dit les maudits, on l'a bastonné là-bas. Oui, c'est parce que... Je dis, c'est pas le civisme, mais c'est pour dire quelque chose. Mais insulter ou ça dit porter atteinte à leurs joueurs qui se sacrifient pour faire un travail, ce n'est pas... ça dit que c'est grave pour eux. Mais ici, se sont déchaînés comme oui, ici, je pense que, sincèrement, le patriotisme, c'est à revoir. Et pour terminer, la deuxième chose, c'est là où je dis, c'est ce que mon confrère a toujours dit, il faut savoir partir. Nous ne voulons pas créer des situations pour que les gens puissent, qu'il y ait un changement, que chacun puisse démontrer ce qu'il a. Depuis qu'on a cette équipe, on a laissé les autres, cet argent on gaspille là. Moi j'appelle ça gaspiller. On aurait pu prendre 4 ans, on prend des jeunes, on refait une belle équipe et on aura une bonne équipe. Depuis on a laissé les choses. Voilà, c'est... 30 secondes rapidement. Par rapport au match de demain,
j'aimerais bien que le Togo nous fasse encore beaucoup rêver. Le Togo nous a fait rêver quand il jouait contre la Côte d'Ivoire. On a vu un des Togolais, des éperviers imposants qui arrivaient, qui ont quand même déjoué tous les pronostics. J'aimerais bien qu'on nous fasse encore rêver demain, que le Togo puisse arriver à faire un jeu. Quoique, si on fait de la mathématique, le Togo gagner la RDC, c'est quand même... sur les papiers, si on gagne, on va pas tout réfléchir. Oui, d'accord, mais sur les papiers, c'est perçu d'avance. Mais en tant que fervent, grand supporter de l'équipe nationale togolaise, j'y crois. J'y crois fermement. Moi, je veux dire, on va se retrouver peut-être mercredi, mais vous ne serez pas là. Moi, je serai ici avec d'autres ici pour faire la fête sur le plateau. On marque une pause publicitaire et derrière notre invité, Philbert Sassou Atisso. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 22h30. Retour sur ce plateau avec notre invité Philbert Sassou Atisso, il est le président du parti, le Togo Toba. Bonjour Philbert. Bonjour à tout le plateau. Et bonne heureuse année à toi. À vous aussi. Et à tous les militants du parti, le Togo Toba. Absolument, absolument. Je voudrais saisir l'occasion que vous me donnez, parce que c'est la première fois que je viens ici en cette année 2017. Donc je profite de cette occasion pour dire mes meilleurs vœux à tout le peuple togolais et à tous les militants du parti Le Togo Autrement. À vos téléspectateurs et téléspectatrices, à vos auditeurs et à vos auditrices, parce que vous êtes écoutés doublement ou triplement. C'est ça, merci Philbert Sassou Atisso. Alors on va commencer par l'actualité dans la sous-région, l'actualité qui a donc fait le bruit ce week-end avec le départ de Yaya Jammeh en exil finalement en Guinée équatoriale, où on ne sait pas s'il va rester là pour toujours, bien il va poursuivre ce séjour un jour dans les geôles de la Haye. Alors, mais Yaya Jammeh, vous avez suivi l'actualité en Gambie, on a fait une élection, il a perdu, il a reconnu sa défaite, et une semaine après, il a fait volte-face, il a refusé de partir jusqu'à ce que la CEDEAO ne soit obligée de déployer des forces militaires autour de la frontière, et il était prêt à l'attaquer avant qu'il ne cède sous pression. Alors, comment avez-vous accueilli tous les événements qui ont eu lieu ces 6 dernières semaines en Gambie? Merci. D'abord, je voudrais rappeler que c'est une pure coïncidence que j'étais la personne qui a été invitée sur ce plateau pour parler de Yaya Jammeh, de la situation gambienne, lorsque ce dictateur a surpris tout le monde en acceptant, après une élection, qu'il a été battu et il a félicité son adversaire, son tombeur. Et puis, nous avons tous dit notre étonnement sur ce plateau, mais nous avons très peu prévu la volte-face qui est arrivée par la suite. On ne l'a pas prévu. Mais je pense qu'on aurait dû la prévoir parce que c'est le propre des dictateurs. Le dictateur, c'est celui qui gouverne son pays de main de fer et qui n'accepte rien du tout et qui est dans une logique de présidence à vie. Mais je pense que si finalement Yaya Jammeh s'est décidé de s'exiler, d'abandonner le pouvoir et de s'exiler, c'est parce qu'il a vu en face un rapport de force. C'est ça. Et c'est ça le propre des dictateurs. Les militaires de la CEDEAO qui sont déployés. Tout à fait, qui étaient déployés, qui étaient prêts à envahir le pays et peut-être même à le capturer. Ce serait grave pour lui. Donc il a compris qu'il avait en face un rapport de force. Et vous savez que moi, je fais l'éloge des rapports de force en politique. Parce que, vous savez, la politique est essentiellement une question de rapport de force. Donc c'est pour ça que Yaya Jammeh, finalement, a décidé d'abandonner le pouvoir et de s'exiler. Donc pour vous, ce n'est pas Alpha Condé et Aziz qui l'ont convaincu de quitter? Non, pas du tout. C'est les rapports de force qui l'ont convaincu. Donc les autres l'ont simplement accompagné. Bon, maintenant, je pense que ce qui est important, c'est de savoir
quelles sont les motivations de la volte-face de Yaya Jammeh? Parce que tout à l'heure, j'écoutais le débat et j'ai cru avoir entendu des arguments opposés. Ouais. On avance 2 arguments pour justifier le fait que Yaya Jammeh ait accepté d'abord sa défaite et s'est rebiffé par la suite. Le premier argument, c'est le fait que la CENI a eu un double langage. Ouais. C'est-à-dire que la CENI, dans un premier temps, a donné un chiffre et dans un autre, a donné un autre chiffre. À corriger les résultats. À corriger les résultats. Ce qui est normal, en fait. Ben absolument, ce qui est normal. Ce qui est normal. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est un chef d'État comme Yaya Jammeh, qui a tous les pouvoirs, au soir d'une élection qu'on a fait organiser soi-même, on connaît déjà les résultats. Yaya Jammeh n'avait pas besoin d'attendre les résultats de la commission électorale pour savoir. Il avait un dispositif pour savoir déjà au soir des élections s'il avait gagné ou s'il avait perdu. Et je pense que c'est par rapport à cela, aux chiffres que les siens lui ont donné, le dispositif qu'il a mis en place lui-même parallèlement à la commission électorale, qui lui ont permis de savoir qu'il a perdu les élections et il a dit, voilà, j'accepte ma défaite, etc. La deuxième chose, c'est que finalement, il a dit qu'il demandait des recours. Il voulait faire des recours. Il a fait. Et il a fait les recours, etc. J'ai envie de dire que quand on organise des élections, la seule institution qui est capable de savoir qui a gagné et qui n'a pas gagné, c'est la commission électorale. Cet argument a été développé lorsqu'il y avait la crise électorale en Côte d'Ivoire. Les gens disaient que la CENI a proclamé un résultat et que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel avait également proclamé un résultat. Quel est le résultat qu'il fallait choisir, qu'il fallait prendre? Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême ne sont pas déployés sur le terrain pour savoir qui a gagné une élection. Le candidat qui a gagné une élection, il n'y a que la commission électorale qui a déployé ses démembrements sur tout le territoire, qui a ses membres dans les bureaux de vote, qui a ses membres sur le terrain. C'est elle seule qui est capable de savoir qui a gagné les élections. Et les recours n'ont jamais pu changer l'issue d'une élection. C'est vrai. Ben, vous avez un seul exemple à me donner? On l'a jamais eu dans... Donnez-moi un seul exemple. On a vu ailleurs, les résultats ont été annulés et ont été repris. On a annulé des élections, on a fait des élections, oui. Pour des raisons politiques. Non, pour des résultats, pour certaines insuffisances constatées sur le terrain. Ce que j'ai envie de dire, est-ce que vous avez un seul exemple où on a fait des élections? La CEN, la commission qui a organisé des élections, a donné un résultat. Le Conseil constitutionnel, tout récemment, on l'a vu dans un pays européen, j'oublie. Et ça s'est passé qui a donné un résultat inversé. En Haïti, par exemple, oui. Il a eu des élections après. On a recommencé. Mais même ici, il y a des mains à faire annuler des sièges. En 1994, dans le Hao, dans le Loti. Tout à fait. Je crois que pour des raisons politiques, au nom de l'apaisement, on peut demander qu'on annule une élection pour la reprendre, si on veut qu'il y ait de l'apaisement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si Yaya Jammeh se cache derrière l'argument selon lequel les résultats donnés par la commission électorale ne sont pas crédibles et qu'il veut faire un recours, ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, quel est l'argument que Yaya Jammeh a développé? C'est que dans un premier temps, il accepte les résultats des élections. Dans un second temps, il les refuse et il dit « Je n'accepte plus les résultats, je me maintiens au pouvoir. » Oui, parce qu'il dit qu'il y a des erreurs. Oui, mais il n'a pas dit « J'accepte les résultats comme je les ai faits dès le départ. J'envoie des recours pour qu'on tranche. » Il a dit clairement « Je refuse le premier argument que j'ai développé. Et maintenant, je ne pars plus. Je suis le président. Je suis le président. Voilà pourquoi. Mais il a traité les membres de la commission de tous les noms. Tout à fait. Mais il a fait un recours. Oui, il a fait un recours. Okay. Et j'ai envie de dire que les recours ne peuvent pas inverser la tendance, puisque lui-même déjà avait un dispositif qui lui permettait de savoir s'il a gagné ou s'il a perdu les élections. C'est au nom de ces résultats qu'il savait très bien qu'il a dit, eh bien, j'ai perdu les élections. Malheureusement, Président, oui. Vous dites que son système, ou bien ce qu'il a mis en place devait lui donner les résultats. Oui. Mais je vous dis que ça, c'est interne. Dans une élection, ceux qui peuvent donner les résultats,
c'est la Cour constitutionnelle et les résultats provisoires sont donnés par la Commission électorale et la Cour constitutionnelle. Et lorsque vous dites que c'est la Cour, la CENI ou bien la Commission qui donne, non, elle donne les résultats. Non, elle ne peut pas donner, elle ne sait pas. Non. Continue Elle donne les résultats. La question. Elle donne les résultats. Je ne suis pas en train d'apprendre. Je vous donne une information parce que c'est mon travail. La Cour constitutionnelle n'a pas d'éléments sur le terrain. Elle donne les résultats définitifs. C'est elle qui donne les résultats sur la base des éléments envoyés par la CENI. C'est-à-dire que le problème est simple là-bas. Dans l'organisation des élections, c'est que soit on connaît ou on ne connaît pas. Le problème est simple. Lorsque vous avez la commission, c'est elle qui travaille sur le terrain, effectivement. C'est elle qui travaille sur le terrain. Je suis d'accord jusqu'à un niveau, par rapport à ce que le président a dit, c'est la centralisation des informations. Les CELI que nous avons, prenons le cas du Togo, les CELI et tout, c'est au niveau de la commission qu'on renvoie, qu'on centralise les résultats. Et là, je suis d'accord qu'on nous dise que c'est elle qui donne les résultats provisoires. Mais ce n'est pas elle qui a le dernier mot. Oui. Ça, c'est la procédure. Et je vous dis qu'à ce niveau aussi, il y a un problème que les gens ne veulent pas comprendre. Et je pense que c'est l'occasion que le président entend aujourd'hui, ancien confrère, et aujourd'hui, président, si vraiment il veut gagner une élection, c'est des points qu'il faut regarder. C'est-à-dire que lorsqu'on balance les informations, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est la force que vous avez. C'est-à-dire que de produire des recours, vous formez des erreurs que vous avez trouvées et ça vous permet de présenter ça au vu et au su de tout le monde et au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est ça qui peut lui permettre d'invalider les résultats. Lorsqu'on se dit que ce que la commission fait s'arrête là-bas, je vous dis qu'il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. J'ai envie de lui dire un mot. Il a reconnu tout à l'heure que l'institution qui organise les élections et qui est censée détenir les résultats, c'est la CENI, c'est la CEN, c'est la Commission. On est d'accord. Oui. La Cour constitutionnelle n'a rien. La Cour constitutionnelle proclame les résultats finaux à partir des pièces qui lui sont transmises par la CEN. Et des recours. On est d'accord. Et puis les recours éventuellement, comme il dit. Donc, en réalité, dès que la CENI ou la CEN dit c'est telle personne qui a gagné, dans 99% de cas, la cour entérine. C'est ça. On est d'accord. Mais si on veut vraiment travailler, elle ne peut pas entériner parce que moi je suis souvent sur le terrain, je vous dis qu'il y a des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs, mais comme souvent les hommes politiques n'envoient pas les représentants. Dans le cas gambien, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Dans le cas gambien, le vrai problème, c'est que Yaya Jammeh n'a pas dit j'accepte ce que la commission a dit, mais j'envoie des recours pour qu'on les traite. Il a dit, je refuse les résultats. L'argument que j'ai développé dans le premier temps, en acceptant ma défaite et en appelant Adam Barrow pour le féliciter, je reviens sur ces propos-là et maintenant je ne parle plus, je m'inclus. Je suis le vainqueur. Voilà, il a même dit ça. C'est ça le. Il a même dit qu'il est le vainqueur. C'est ça qui gêne. Une question, lui. Juste pour que le président me dise, est-ce que dans une élection, comme il y a un recours, Yaya Jammeh a dit tout ce qu'il veut, oui. Mais est-ce que réellement, son camp et lui, finalement, ils ont déposé un recours, oui ou non? Ils ont déposé un recours. Donc il a suivi la démocratie. Tout le monde est d'accord. C'est quand même pas technique. Non. Quelqu'un qui respecte les règles, je le respecte. Celui qui ne respecte pas les règles, c'est un délinquant. De rire. J'ai envie de donner un exemple. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, la CEN a proclamé Alassane Ouattara vainqueur des élections? Oui. Voilà. Et puis ensuite, Gbagbo a fait des recours. Et non. En Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas proclamé, ils ont empêché les résultats. Non, oui, finalement, il a proclamé. Finalement, on a pris le monsieur Alassane Ouattara. On l'a mené à l'hôtel de Ouattara. Il a proclamé les résultats pour Ouattara. Et puis, le Conseil constitutionnel, avec le grand juriste Paul Yaoundé, qui a dit c'est Gbagbo qui a gagné. Finalement, on n'a pas considéré son résultat. C'est pas son résultat. Et finalement, il est revenu dire que c'est Ouattara qui a gagné. Il est revenu. Bon, on va évoluer. Oui, moi, j'ai une question pour Fulbert. Oui. Fulbert, la situation en Gambie, voir Adama Barrow prêter serment au Sénégal,
est-ce que, pour vous, est-ce que ça ne risque pas de créer une jurisprudence après? Quelle jurisprudence ça va créer? Vous savez, Adama Barrow a prêté serment sur le territoire gambien. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une ambassade d'un pays, c'est supposé comme si vous êtes sur le territoire de ce pays. C'est clair. Si vous êtes à l'ambassade de France, vous êtes sur le territoire français, mais vous êtes au Togo. Donc, en fait, si Adama Barrow prête serment à l'ambassade de Gambie au Sénégal, à Dakar, c'est comme s'il prêtait serment en Gambie, à Banjul. C'est comme ça que c'est fait. Donc, je ne vois pas le problème que ça pourrait... Oui, moi, le problème que je... Mais devant qui, c'est ça? C'est devant la personne. Devant qui la personne? Oui, devant le responsable du barreau sénégalais. Est-ce que c'était la personne qui était vraiment indiquée? C'est juste une pareille. En tout cas, on va dire que la prestation de serment est un acte symbolique. On est d'accord. Mais qui est prévu par la Constitution, ce n'est pas de l'amusement. Qui est prévu. Bon, comme la situation ne lui permettait pas de le faire à Banjul, il l'a fait ailleurs. L'essentiel, c'est qu'il retourne à Banjul très prochainement pour s'atteler à sa mission de Je dis, est-ce que ça ne risque pas de créer une jurisprudence? Parce que quand on prend le cas de nos pays africains où généralement les problèmes sont nés des crises électorales, et si un challenger a de bonnes relations avec l'ambassade de son pays dans un pays, peut comme ça aller prêter serment dans un autre pays, est-ce que ça ne risque pas encore d'envenimer la situation? Ça s'est déjà passé une fois. Il paraît, le président gabonais Léon Mba avait déjà prêté serment en France, dans l'ambassade du Gabon en France, donc c'est pas nouveau. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que je pense qu'avant que cet acte n'intervienne, cet acte de prestation de serment, peut-être à l'extérieur, il faut qu'à l'intérieur, on ait constaté une situation de fait. D'abord que cette personne ait pu réellement gagner les élections et qu'ensuite, il y ait une situation à l'intérieur qui ne lui permette pas de le faire. Si, supposons qu'il y a des élections au Togo demain, et que la commission électorale proclame quelqu'un vainqueur et que un autre candidat qui a perdu s'exile dans un autre pays et va prêter serment dans une ambassade, bon, je ne pense pas que ça donnerait l'effet que ça a donné avec la Gambie. Parce qu'il faut un ensemble de faisceaux, un ensemble de situations qui permettent que l'on sache que c'est lui qui a gagné les élections déjà. Et qu'à l'intérieur, il n'ait pas eu la sécurité nécessaire pour prêter serment. Alors, quelles sont les leçons tirées de la situation en Gambie, de tout ce qu'on a vu ces 6 dernières semaines? Les leçons à tirer, c'est que... Pour nous, sur le Togo, c'est la fermeté de la CEDEAO. La fermeté dont a fait preuve la CEDEAO. Une grande première. Ça a été une grande première, on ne l'a pas vu précédemment. Il faut que cette fermeté se poursuive. Et que normalement, la CEDEAO n'attende pas que la situation dans certains pays arrive à ce point-là pour qu'elle réagisse. La CEDEAO aurait pu, par exemple, s'impliquer dans les règles qui gouvernent les démocraties en Afrique, c'est-à-dire accompagner même les processus de démocratisation au sein de cet espace de 14 États. 15 États. Elle dispose quand même de mécanismes, sauf que ce mécanisme n'est pas encore assez efficace. Voilà, ce mécanisme. Donc, il faut huiler ce mécanisme et le rendre très efficace. Et puis, la CEDEAO doit s'impliquer a priori dans les processus électoraux, pas a posteriori. En quoi faisant? En envoyant les observateurs crédibles? Non, mais... Parce que souvent, ils envoient les observateurs. Les observateurs, ils les envoient, mais souvent, c'est des observateurs qui ne sont pas crédibles. Il faut que la CEDEAO s'implique, peut-être même en déléguant des gens au sein des CENI. Des experts, comme on a fait à la francophonie voilà, chez nous en 2015 avec Sangaré. Une implication plus pointue que ça. Parce que les experts n'ont pas de voix délibérative en tant que telle. Moi, je souhaiterais que la CEDEAO, par exemple, puisse s'impliquer dans l'organisation des élections en ayant des gens dans les CENI pour voir comment est-ce que les élections sont organisées. Mais ça c'est pas son boulot. Mais est-ce que c'est son boulot ce qu'il a fait? Mais ça, c'est pour sauver la paix dans la sous-région. Oui, la CEDEAO doit sauver la paix dans l'espace sous-régional. Oui, mais la paix commence par l'implication dans la vie politique. Mais là, on vous dira que vous n'êtes pas en train de respecter la souveraineté de ce pays. Ce serait une ingérence. La question de l'ingérence, je pense que il y a aussi
ce qu'on appelle l'ingérence humanitaire. Lorsqu'on constate que dans un certain nombre de pays, la vie politique est en péril et que la démocratie n'est pas respectée, il faut que les instances internationales puissent suffisamment s'impliquer. En tout cas, dans le groupe de partis de l'opposition que nous constituons, nous voudrions véritablement travailler avec la CEDEAO pour qu'elle ait une implication plus grande dans l'organisation des prochaines élections. Tu peux que j'enchaîne dans le sens de vers vous. L'ancien président Ghanais Raolis a fait une déclaration pour féliciter la CEDEAO pour avoir donc dérogé Djamé et d'ailleurs l'encourage à faire autant dans d'autres pays où il y a encore la dictature. Et il a cité par exemple même le cas du président camerounais Paul Biya qui est au pouvoir quand lui était aussi encore au pouvoir, mais après lui son départ Raolis, il y a eu 5 nouveaux présidents au Ghana et Biya est toujours là. Alors que dites-vous de cette réaction de Raolis? Je ne vois pas le rapport. Non, non, ça c'est pour rigoler. Non, je pense que le président Rawlings est un modèle. Le président Rawlings est un modèle parce que ce qu'il a fait dans son pays, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a applaudi. C'est-à-dire le fait d'avoir facilité l'entrée de son pays en démocratie. Alors, quand il dit qu'il y a des chefs d'État qui sont là depuis très longtemps et qui infestent la vie politique en Afrique, il a raison quand il cite par exemple Paul Biya, Idriss Déby lui-même, le président Sassou, Robert Mugabe, celui de la Guinée équatoriale, celui de la Guinée équatoriale, parce que Yaya Jammeh a choisi cet endroit-là, un petit pays comme le sien, et celui du Togo. Ne l'oublions pas, la charité commence ça fait 12 ans, je crois, à la maison. Ça fait 12 ans qu'il est là. Ça fait 12 ans, normalement, la norme c'est quoi? C'est 2 mandats de 5 ans. Mais rien ne le stipule dans notre constitution. Rien ne le stipule, mais il y a une tradition qui s'instaure un peu partout. Donc la tradition veut que lorsqu'on a fait 2 mandats, l'on puisse s'en aller et laisser la place à d'autres. Il faut que cette tradition soit acceptée maintenant par donc finalement, je pense que pays. c'est Faure Gnassingbé et Yaya Jammeh qui vient de partir heureusement. C'est les deux qui ont refusé justement que cette tradition soit instaurée dans tout l'espace de la CEDEAO. Donc je pense que ce que Rawlings a dit est vrai et il faudrait que la communauté internationale joue un rôle pour que l'Afrique en général devienne un espace démocratique, en travaillant pour que de véritables règles démocratiques s'instaurent et que ces dinosaures qui continuent à infester la vie politique du continent, puissent être écartés du pouvoir. Parce que regardez aujourd'hui ce qui se passe avec l'Afrique où toute la jeunesse veut aller outre-mer, en Occident, croyant que l'avenir est en Occident. C'est parce que dans nos pays où il y a beaucoup de richesses, eh bien, il n'y a pas une vie démocratique qui permette que les richesses puissent être distribuées équitablement et que les jeunes puissent avoir des perspectives d'avenir. Vous parlez tout à l'heure de la CEDEAO, des mécanismes. Vous avez tout à l'heure encore rappelé que le Togo et la Gambie étaient les 2 pays qui s'étaient opposés contre la limitation de mandat. Adama Barrow qui a dit qu'il ne fera qu'un seul mandat d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui l'opportunité pour la CEDEAO de se doter de ce mécanisme-là qui limite les mandats présidentiels? De ramener le test en principe. Je pense. Est-ce que c'est possible encore de le refaire? Ça été rejeté, je crois que ça fait environ 2 ans, 3 ans. Je pense qu'il faut le faire. La CEDEAO doit le faire. Vous savez que quand l'ancien président ghanéen était venu au Togo pour jouer les bons offices après l'élection présidentielle, il a promis qu'il allait s'occuper personnellement de la question des réformes au Togo. Il a dit. Et il a fait organiser un sommet de la CEDEAO à Accra. Et au cours de ce sommet, Yaya Jammeh et Faure Gnassingbé ont dit qu'il n'était pas question qu'on limite le mandat. Faure Gnassingbé a dit en l'occurrence, je vais respecter ma constitution. La constitution qui ouvre le boulevard concernant la limitation du mandat. Je pense qu'avec la crise à Banjul, c'est l'occasion de revoir les normes qui régissent les processus de démocratie. Et si le Togo refuse? Si le Togo refuse, il faut le contraindre. Comme on a contraint Yaya Jammeh à partir. Et là, c'est aussi de la responsabilité de nous qui sommes les acteurs politiques de l'opposition, de travailler pour que, au sein de l'espace, l'on comprenne que, la CEDEAO doit s'impliquer pour accompagner les processus de démocratisation. Nous devons travailler suffisamment avec les chefs d'État qui nous ont souvent dit
nous ne connaissons pas vos problèmes. Nous ne connaissons pas les problèmes du Togo. Nous n'entendons que le son de cloche du pouvoir. Nous ne savons pas ce que vous voulez, ce que vous faites à l'intérieur, vos arguments, vos positions, nous ne les connaissons pas. Donc c'est l'occasion pour que les oppositions africaines travaillent au sein de l'espace CEDEAO pour qu'au sein de cet espace, l'implication soit plus forte dans l'accompagnement des processus de démocratisation. Oui, juste, moi j'ai l'impression que nos hommes politiques, surtout au Togo, on espère que l'étranger pour résoudre notre problème. C'est-à-dire que jusqu'alors, je ne vois pas des gens proposer quelque chose ou mettre un système en place qui permette aujourd'hui de passer du président actuel à un autre président. Parce que moi, je pense que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il nous faut. Il faut un nouveau président, si c'est ce que tout le monde pense, mais qu'il faut des mécanismes. Il faut mettre les mécanismes en place pour le faire. Et ailleurs, les gens l'ont fait. Pour les élections, on ne peut pas attendre la CEDEAO pour venir nous faire quoi que ce soit. Nous-mêmes, nous sommes de grands garçons, de grandes filles dans ce pays. On peut mieux faire une élection et on sait, on connaît la procédure, on sait comment on peut organiser une bonne élection et la gagner, même si on est de l'opposition. Maintenant, je veux savoir, est-ce que, dans un premier temps, M. Atisso pense que c'est l'étranger qui pourra résoudre le problème du Togo? Et qu'est-ce qui bloque depuis un temps, parce que c'est un doyen pour moi, qu'est-ce qui bloque l'alternance au Togo? Rapidement, parce que le temps parti est passé. Ce qui bloque l'alternance au Togo, c'est l'invouloir du parti au pouvoir. Nous avons un parti au pouvoir qui ne veut pas partir, qui veut garder le pouvoir ad vitam aeternam. Ça, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le vrai problème, c'est que ce parti au pouvoir est là depuis 50 ans. Il est très incrusté, il a beaucoup de moyens. Et il est très difficile pour les oppositions à l'intérieur, qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que vous savez que même au Togo, quand vous êtes de l'opposition, on ne vous permet pas d'avoir les moyens. Ce n'est pas comme au Bénin, au Ghana et ailleurs. Donc, ce parti au pouvoir qui a beaucoup de moyens ne veut pas partir. Oui, mais alors, est-ce que le pouvoir s'arrache ou le pouvoir s'arrache? Le pouvoir s'arrache. Dans les urnes. Et pour cela, il faut... Dans les urnes. Oui. Donc, il faut organiser là-bas. Dans les urnes. Dans les urnes, lorsqu'on est en démocratie. Mais en Gambie, l'opposition a gagné, mais on n'est pas en démocratie en Gambie. Tout à fait. L'opposition a gagné et nous pouvons gagner ici aussi. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour pouvoir gagner les élections, il y a un travail interne à faire. Et ce travail interne consiste à remobiliser les populations pour les mettre derrière l'opposition, pour appuyer les exigences de l'opposition. Un travail d'assainissement de l'environnement politique, ce qui suppose qu'il faut faire les réformes. Nous demandons les réformes depuis pratiquement 11 ans, 12 ans, elles n'ont jamais été faites. Mais ce travail ne peut pas s'absenter de l'accompagnement de la communauté internationale. Mais tout commence à l'intérieur avant que l'étranger n'intervienne. Absolument. Aucun pays étranger n'est venu, je ne sais pas, voter pour les Gambiens. Libérer, tout à fait, voter pour les Gambiens ou libérer un autre pays. On peut être accompagné par la communauté internationale qui exige que les États soient démocratiques. Et lorsque la communauté internationale s'aperçoit qu'il existe un pays où il n'y a pas de démocratie, elle peut faire des exigences. Elle peut accompagner ces exigences. Donc je peux vous dire qu'au sein de l'opposition, nous n'attendons pas la communauté internationale. Nous sommes en train de faire un travail à l'intérieur. Je suis toujours venu ici en disant à Junior Amenounia que nous sommes en train de nous organiser au sein de l'opposition. Il m'a dit, vous dites ça depuis 6 mois, rien n'est fait. Voilà quelque chose qui est en train de se faire. Mais il va falloir que vous remobilisez la population, parce que la population même, elle est découragée, elle est démotivée. Les gens ne vont plus voter. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour que les gens puissent aller voter prochainement au Togo? Ce que nous allons faire pour que les gens puissent aller voter, c'est d'abord de développer des passerelles entre les coalitions qui existent. Développer des passerelles pour que l'opposition, ou en tout cas pour que les populations comprennent que l'opposition est en train de s'organiser, qu'elle est en train d'unir ses énergies et ses forces. Et ensuite, développer une synergie avec la société civile. Il a dit qu'il était de la société civile, donc il est pour les réformes. Des synergies vont être réalisées aussi avec la société civile. Et puis, mobiliser la population, tenir un nouveau discours pour dire à la population que au plus tard en 2020, il faudrait que nous mettions fin
au règne de M. Faure Gnassingbé. Merci Philbert Sassou Tissot. Je rappelle que le président du parti de Togo Tourment, le mot de fin rapidement. Le mot de fin, c'est de dire que la situation de la Gambie doit nous inspirer au Togo, doit surtout nous requinquer pour que nous comprenions que aucun régime, même s'il est un régime de dictature, n'est invincible et que par le travail, par la détermination, nous pouvons vaincre les régimes les plus durs. Et même qu'au Togo, l'opposition peut prendre le pouvoir et vaincre le régime incarné depuis 50 ans par le RPT-Lune. Merci à vous pour avoir répondu à notre invitation. Merci à Samuel Carou du journal Vox Populi, la voix du peuple. Merci Silvio, pardon. Merci à Silvio Combe de africaRDV.com. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous. Très bonne semaine à vous. On se retrouve mercredi pour un nouveau numéro. Que Dieu bénisse le Togo. Bonne chance aux éperviers. Joyeux anniversaire à quelqu'un qui nous cite très souvent sur le www.togo.com et sur la chaîne Togo Vision. Koreta Adoumayakbo, joyeux anniversaire et que Dieu te bénisse profondément.